Ces dernières années, on a vécu un truc étrange dans le monde du manga. De plus en plus de grandes œuvres, des animés qu'on a suivis pendant des années, des histoires qui ont marqué des millions de lecteurs, finissent en laissant une impression bizarre. Pas juste une petite déception personnelle, pas juste un débat classique, non, un vrai phénomène. Des polémiques qui explosent, des communautés qui se divisent, des fins qui sont soit encensées, soit détestées, presque jamais acceptées tranquillement. Et à force de voir ça, on pourrait croire que c'est devenu impossible de bien terminer un manga aujourd'hui. Mais est-ce vraiment un problème d'écriture? Est-ce que les auteurs d'aujourd'hui seraient moins bons qu'avant? Ou est-ce que c'est nous qui avons changé notre manière de vivre les histoires? Avant d'accuser les fins, peut-être qu'il faudrait déjà se poser une question toute simple: c'est quoi au juste une bonne fin? Rapidement, une bonne fin, c'est une conclusion logique, émotionnelle, satisfaisante par rapport à l'histoire qu'on a suivie. Pas forcément un happy ending, pas forcément un twist de malade, pas besoin de tout réinventer, pas besoin de tout détruire, mais il faut un minimum que tu sentes que ton temps passé à suivre cette aventure valait le coup. Et c'est là qu'on commence à toucher à un vrai problème. Parce que dans le manga, le format même de publication rend cette promesse beaucoup plus compliquée qu'on ne le pense. Un manga, par nature, n'est pas pensé pour avoir une fin. Un livre, un film, ils sont écrits en entier avant d'être publié. L'auteur connaît le début, le milieu, la fin. Il peut réécrire, corriger, virer une scène au montage. Un manga, lui, sort chapitre par chapitre, 20 pages par semaine, sur plusieurs années. T'imagines écrire une histoire sans savoir combien de chapitres t'auras, sans pouvoir retoucher ton chapitre 5 quand t'arriveras au chapitre 230. C'est littéralement un enfer créatif. Et pourtant, c'est aussi ce qui fait qu'on les aime. On vit avec eux, on grandit avec eux, on théorise chaque semaine, on se demande qui va mourir, qui va trahir, comment l'auteur va nous surprendre. C'est un lien qu'on n'a pas avec un film ou un roman, c'est spécial. Mais ce format a un prix, parce qu'une œuvre qui s'écrit en continu, sur des années, elle traîne avec elle des oublis, des incohérences, des changements de cap. Tu ne peux pas effacer une règle que t'as fixée au chapitre 14 parce qu'elle ne t'arrange plus au chapitre 236, c'est trop tard. Et parfois c'est même tout l'univers que t'as bâti qui devient ton propre piège. Et en plus, faut pas oublier la pression extérieure, parce que dans le fond, le manga, c'est pas juste de l'art, c'est du business. Un manga qui marche, on l'allonge, on le presse, on l'essore jusqu'à la dernière goutte, même si l'auteur lui aurait préféré s'arrêter bien avant. Résultat, arc secondaire inutile, intrigue rajoutée à la va-vite, personnages qui existent juste pour remplir des pages. Et quand après des années, on dit enfin à l'auteur, bon, tu peux conclure maintenant, bah souvent c'est trop tard. Il a accumulé tellement de fils narratifs qu'il ne peut plus tout attacher proprement. Alors il te pond un arc final qui ressemble plus à un vide-grenier qu'à un bouquet final. Et là tu vois le souci venir, quand la structure même du média rend une fin difficile, ça explose souvent à la fin. Et ça donne 3 grands types de catastrophes. Premier problème, la fin précipitée. Tu l'as sûrement déjà vécu, pendant 20 tomes on t'explique que le héros doit sauver le monde, affronter 14 factions ennemies, comprendre ses pouvoirs, trouver l'amour, tout ça. Et en 3 chapitres finaux, bon en fait c'est réglé, merci d'être venu, à bientôt. Pourquoi ça arrive? Parce que l'auteur est sous pression, parce que les ventes baissent, parce que l'auteur lui-même est fatigué. Et donc au lieu d'avoir une conclusion pensée, travaillée, qui fait du sens avec tout ce qu'on a vécu, on se tape un sprint final bâclé à la hâte. Deuxième problème, l'œuvre a trop grandi pour son propre bien. Des mangas qui commencent tout simples, presque mignons, et qui au bout de 150 chapitres sont devenus des guerres politiques intergalactiques avec 600 personnages secondaires. Évidemment, plus c'est long, plus c'est difficile à conclure. Comment tu fais pour régler toutes les intrigues, donner une fin correcte à tout le monde, tout ça sans trahir ton propos de départ? Spoiler, la plupart du temps, tu ne peux pas. Donc soit on te pond une fin qui règle l'essentiel, en oubliant plein de trucs au passage, soit on tente de tout caser et ça devient un bordel illisible où personne n'est vraiment satisfait. Troisième problème, les auteurs qui n'osent pas trancher. Et là, c'est peut-être le plus triste, par peur de décevoir, par peur d'être clivant, beaucoup d'auteurs choisissent une fin tiède. Un truc safe, pas de vrai drame, pas de vraie claque émotionnelle, pas de vrais choix difficiles pour les personnages. Juste un ils vécurent heureux en mode bon voilà, c'est fini, bonne chance. Et franchement c'est peut-être même pire qu'une mauvaise fin parce que c'est une fin qu'on oublie. À l'heure où j'écris cette vidéo justement, on a Makoto Yukimura, l'auteur de Vinland Saga dont la fin approche, qui annonce que le manga va être en pause. Non pas parce qu'il a des problèmes de santé, mais parce qu'il doute de son propre talent. Il ne sait pas comment terminer, il a peur de faire une mauvaise fin. Et pourtant on parle d'un des mangas les plus acclamés de ces dernières années. Comme quoi, même pour les meilleurs, finir une histoire, c'est un enfer. Et t'as remarqué, ce problème, il est très lié à la longueur. Les mangas courts, eux, s'en sortent souvent mieux. En 5, 10, 15 tomes max, t'as pas le temps de te perdre, l'auteur garde sa vision initiale et reste sous contrôle. Aujourd'hui, d'ailleurs, les plus gros succès récents sont souvent plus courts que ceux de la génération d'avant. C'est pas un hasard. Les éditeurs eux-mêmes savent que les lecteurs veulent des œuvres qui ne s'effondrent pas avant la ligne d'arrivée. Mais même en dehors du format, il faut parler de nous, les lecteurs. Parce que soyons
soyons honnêtes, les attentes des lecteurs sont devenues impossibles. À force de théories, de leaks, de spoilers, de débats, on finit par se construire notre propre version de la fin. Et c'est là que naît l'expectation bias ou le biais d'attente en français. On ne lit plus vraiment pour découvrir ce que l'auteur veut raconter, on lit pour voir si nos attentes sont confirmées. Et forcément, elles le sont rarement. Mais il y a pire encore que le biais d'attente classique, il y a l'effet réseau. Parce qu'aujourd'hui, souvent, l'opinion générale se forge avant même que la fin officielle soit publiée. Il suffit d'un leak, d'une page sortie du contexte pour que des figures d'autorité sur Twitter, Reddit, TikTok s'en emparent et imposent une interprétation. Regardez, c'est honteux, voilà, le manga détruit en une page. Et tu sais quoi, beaucoup de gens forment leur avis là-dessus, avant même de lire le chapitre au complet. Et pire encore, ce premier jugement devient un billet d'attente pour tous ceux qui liront ensuite. Si tu ouvres ton chapitre avec en tête que c'est de la merde, bah t'as grande chance de le trouver mauvais. Et puis il y a ceux qui, à la lecture, se disent franchement ça va, c'était pas si mal, mais quelques jours plus tard, après avoir vu tous leurs potes dire que c'est nul, après avoir vu des influenceurs hurler sur Twitter, bah ils changent d'avis. Pas forcément consciemment, pas par hypocrisie, juste parce qu'on est humain. On veut appartenir au groupe. On ne veut pas passer pour celui qui n'a rien compris ou celui qui a un mauvais esprit critique. Et doucement, sans même s'en rendre compte, notre souvenir de la lecture se réécrit. On utilise des arguments qu'on a entendus de quelqu'un d'autre, des arguments qui parfois nous ont même pas touchés, qu'on ne comprend même pas et on s'en sert pour descendre une fin. Et à l'inverse, il y a aussi ceux qui critiquent non pas pour s'intégrer, mais au contraire pour se démarquer. Ceux qui veulent avoir l'air plus critiques que les autres, plus intelligents, plus au-dessus de la masse. Ceux qui ne supportent pas d'aimer quelque chose que tout le monde aime. Alors ils cherchent à démonter la fin, à trouver des défauts à tout prix, juste pour montrer que ils ont vu plus loin que les autres. Mais au fond, que tu critiques pour être accepté ou que tu critiques pour être admiré, ton avis n'est plus vraiment le tien. Aujourd'hui, je suis même convaincu qu'une énorme partie des gens qui critiquent la fin de Naruto, de SNK ou même de My Hero Academia, en fait sur leur première lecture, ils n'avaient pas ce ressenti si négatif. Ils l'ont construit après coup, à force d'échos, de mèmes et de débats. Et tu sais quoi, c'est pas forcément une mauvaise chose. Parce qu'on peut tout à fait aimer quelque chose qu'on trouve objectivement imparfait. Peut-être que l'œuvre a des qualités qui pour toi sont plus importantes que tous les défauts qu'elle présente. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que souvent, pour s'intégrer, pour ne pas avoir l'air moins intelligent ou moins critique, on n'ose plus aimer ce qu'on aime vraiment. Alors on se convainc qu'on est fait pour autre chose, des mangas mieux vus, plus adultes, plus respectables, ou au contraire des œuvres plus obscures, juste pour pouvoir se sentir unique, supérieur, différent. Mais aimer ce qu'on aime sincèrement, ça veut pas dire fermer les yeux sur tout. Ça veut pas dire que toutes les œuvres se valent et qu'il faut mettre Fairy Tail et Berserk sur le même plan artistique. Tu peux très bien reconnaître qu'un manga est moins travaillé, qu'il est plein de défauts et quand même l'adorer. Aimer une œuvre, c'est pas signer un contrat d'objectivité. C'est une rencontre, c'est un moment de ta vie qui croise une histoire, un besoin, une émotion, une part de toi qui s'accroche à ce que tu as lu, ce que tu as vu, même si ce n'est pas parfait aux yeux des autres. Et là maintenant, il faut qu'on parle d'un truc important, l'idéalisation des personnages. Parce que souvent, l'une des raisons pour laquelle une fin déçoit, c'est pas tant parce que l'histoire est devenue mauvaise, mais parce qu'on a l'impression que certains personnages ont changé du tout au tout. Comme si au dernier moment, leur personnalité avait été jetée par la fenêtre. Prenons Eren de l'Attaque des Titans. Si jamais vous n'avez pas lu d'ailleurs, je vais spoiler la fin. Pendant des années, pour beaucoup, Eren était devenu le héros sombre par excellence, un rebelle, déterminé, prêt à tout pour sa liberté. Un protagoniste dur, froid, qui portait sa souffrance comme une arme. Et puis arrive la fin, et d'un coup, on voit Eren qui pleure, qui confesse son amour pour Mikasa, qui exprime ses regrets, ses peurs, ses failles. Pour une bonne partie du public, ça a été vécu comme une trahison, comme si le personnage avait régressé, comme s'il avait tout d'un coup perdu sa cohérence. Mais alors, est-ce que c'est vraiment une erreur d'écriture, ou est-ce que c'est nos attentes qui nous ont trompés? Parce qu'au fond, Eren a toujours été les deux à la fois. C'était un extrémiste froid et un gamin traumatisé. Un gamin de 19 ans seulement, élevé dans la guerre, le traumatisme, les trahisons, qui n'a jamais eu le temps d'avoir une enfance normale, quelqu'un qui a dû grandir beaucoup trop vite. À 19 ans, il porte sur ses épaules le sort de toute l'humanité. C'est normal qu'il craque, c'est normal qu'il ait peur, c'est normal qu'il ait encore des désirs humains, égoïstes et fragiles. Alors est-ce que c'est vraiment incohérent qu'à la fin, quand tout va se terminer, il laisse ressortir cette part de lui-même? Ou est-ce que c'est nous, les lecteurs, qui avions réduit Eren à une seule facette en oubliant tout le reste? Et c'est exactement le même phénomène avec Naruto. À la fin du manga, on découvre que Naruto était l'élu d'une prophétie. Et beaucoup ont crié à l'injustice, ah bah voilà, c'était pas un vrai raté, il était destiné à réussir de toute façon. Mais là encore, il faut se poser la question, est-ce que c'est Kishimoto qui a trahi son propre message, ou est-ce qu'on a mal interprété ce qu'il voulait raconter? Parce qu'être l'élu n'a jamais effacé le fait que Naruto a été rejeté, humilié et seul pendant des années. Être l'élu n'a pas supprimé son travail acharné, ses blessures, ses échecs. Le titre ne lui a rien donné avant l'arc final. C'est ses efforts qui lui ont
ont permis d'arriver jusque-là. La prophétie n'était pas une récompense, c'était un poids supplémentaire, un symbole, pas une excuse pour annuler tout ce qu'il avait construit par lui-même. Alors au final, est-ce que c'est les auteurs qui n'ont pas compris leur propre personnage, ou est-ce que c'est nous, les lecteurs, qui avons projeté sur eux ce qu'on avait envie d'y voir? Est-ce que les histoires nous ont trahis, ou est-ce qu'on a été trahis par nos propres attentes? La vérité, c'est que parfois c'est un peu des deux. Lecteur comme auteur, personne n'est parfait. Enfin, faut pas oublier un truc tout bête mais très important, parfois si on n'aime pas la fin, c'est juste qu'on veut pas que ça se termine. On a partagé tellement d'années avec cette œuvre, on a grandi avec ces personnages que leur dire adieu, c'est comme perdre un bout de soi. Alors peu importe la qualité réelle de la fin, même si elle est parfaite, même si elle respecte tout ce qu'elle devait respecter, elle fait mal à quelqu'un. Elle casse ce lien silencieux qu'il avait tissé sans même s'en rendre compte. Et donc forcément, il la rejette, il cherche des défauts, il se dit ça aurait pu être mieux. Parce qu'évidemment, c'est plus facile que d'accepter simplement que c'est fini. C'est un peu comme une rupture douce, tu peux te séparer en bons termes, sans cri, sans drame, mais ça fera quand même mal. Parce que c'est pas juste la fin d'une histoire, c'est la fin de son histoire avec ce manga. Et c'est normal d'avoir du mal avec ça. Mais justement, pour en revenir à ce que je disais plus tôt, n'ayez pas peur d'aimer ce que vous aimez, même si c'est pas parfait, même si tout le monde autour de vous le critique, même si des gens vous regardent de haut parce que c'est pas assez mature, ou trop populaire, ou pas assez intelligent. Votre attachement est réel, votre émotion est réelle, votre voyage est réel. Aimer une œuvre, c'est pas la déclarer parfaite, c'est accepter qu'elle vous a touché, qu'elle a compté pour vous à un moment de votre vie, et ça, personne ne peut vous l'enlever. Ni un mauvais chapitre, ni un débat Twitter, ni une note sur MyAnimeList. Alors aimez ce que vous aimez, sans peur, sans honte, parce qu'au fond, c'est peut-être ça, la plus belle des fins, continuez à chérir ce qui vous fait vibrer, même après le dernier chapitre.